Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur Doron Beat. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier car c'est un podcast et on va interviewer une personne très intéressante. Cette personne nous vient du Maroc, c'est le Gad Elmaleh de l'expert comptabilité, c'est Jonathan El Grabli. Eh ben merci à toi Doron de me recevoir. Effectivement, je m'appelle Jonathan, je suis expert comptable et je suis installé à Paris. Et je suis en plus ton expert comptable, tu l'as pas encore précisé. Oui, je comptais faire la surprise à la fin, mais du coup voilà, c'est mon expert comptable. Alors, moi je me pose une question Jonathan, depuis que je te connais, j'ai appris que tu venais en fait du Maroc et qu'à la base, tu es marocain franco ou franco-marocain, je ne sais pas dans quel sens le dire. Et comment en fait une personne qui est née au Maroc, qui a vécu au Maroc, se dit je vais devenir expert comptable en France et arrive à s'implanter avec autant d'élégance d'ailleurs. Ah ben c'est très gentil, merci à toi. Alors effectivement, moi je suis initialement, je suis né au Maroc, donc je suis marocain. J'ai passé mon bac au Maroc, je vais pas te faire toute mon histoire dans le détail pour ne pas ennuyer ton audience, mais j'ai donc passé mon bac au Maroc. Je me suis installé en France en tant que Marocain avec un titre de séjour. J'avais passé un an à la Sorbonne et qui m'avait pas plu. Et pour la petite anecdote, ça c'est mon beau-frère qui m'écoutera, qui sera interpellé par ça, c'est que j'ai voulu changer. Je me suis orienté un peu par hasard dans les métiers de la comptabilité. Je voulais passer un BTS compta et je m'étais inscrit au lycée Turgot au dernier jour et à la dernière heure de fermeture des inscriptions. Et C'est ça pas c'est vrai. ouais exactement. Donc ça s'est fait un peu complètement par hasard puisque j'étais avec mon beau-frère. Mon beau-frère m'a dit mais vas-y, lycée Turgot c'est très sympa, c'était très bien à l'époque, etc. Il m'a amené en voiture, il m'a déposé, je rentre, je cours, on accepte mon dossier à la dernière seconde, mais j'y vais complètement par hasard parce qu'effectivement la fac me plaisait pas du tout. Et puis le parcours a avancé. J'ai eu mon BTS, mon DECF, mon DESCF et j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable avec, je dirais peut-être la petite particularité, la volonté toujours de savoir que j'allais être entrepreneur, que j'allais être à mon compte, quoi. Voilà, peut-être que ça allait être expert comptable, ça allait être autre chose, mais je me voyais vraiment entreprendre quelque chose. Ça aurait pu être un plus petit projet ou un plus gros projet, mais je m'imaginais toujours, voilà, sur dans le chemin de l'entrepreneuriat. D'accord, bah justement, là tu dis un truc très intéressant, tu dis que quoi qu'il arrive, tu voulais être entrepreneur. C'est une idée que tu as depuis tout petit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de développer ce mindset? Ça a commencé quand en fait? J'imagine que la maîtresse d'école, quand elle t'a posé la question qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie, tu as plutôt dit aventurière, archéologue, médecin, vétérinaire. Tu n'as pas dit je veux être expert comptable. Alors, je lui ai dit à la maîtresse, je lui ai dit que je voulais être réalisateur de films. D'ailleurs, c'est une passion qui me poursuit jusqu'à maintenant et j'adore les caméras, j'adore la vidéo. C'est mon hobby, donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je voulais l'être depuis. Donc c'est pour ça qu'en rigolant, je dis souvent que j'ai raté ma vie, quoi. Je le dis avec beaucoup de sourire parce que je suis très content de ma Et tu situation. le dis à tes clients? Je le dis à mes clients, bien sûr, parce qu'en plus, j'ai beaucoup de clients dans les sociétés de production. Et en fait, on parle beaucoup et à la fin, on dérive toujours sur la partie production audiovisuelle. Mais je le dis avec beaucoup de sympathie, c'est pas du tout une frustration. J'adore mon métier, on aura l'occasion sûrement d'en parler. Alors, c'est vrai qu'entrepreneur, tu sais, je sors un peu tu sais, de la définition un peu américanisante de ce qu'on entend, entrepreneuriat. Moi, je voyais pas quelque chose comme quelque chose de flamboyant, quoi. Tu vois, je me dis entrepreneur parce que j'ai mon caractère, je veux être indépendant, je veux me lancer. Mon père, il avait une société aussi, une petite société au Maroc. Donc, je me Société suis de quoi? d'articles ménagers. D'accord. Voilà, il travaillait dans les articles. Il travaille d'ailleurs, il y a toujours cette société-là, il est toujours au Maroc, les articles ménagers. Et pour moi, c'était la logique des choses, puisque les gens autour de moi avaient leur entreprise. Voilà, je suis allé comme ça. Mais encore une fois, j'avais pas en tête de se dire je vais être entrepreneur, je veux gagner plein d'argent. C'était pas du tout ça. C'était une voie comme une autre, quoi. Vous voyez, c'était vraiment quelque chose comme ça, mais c'était profondément intrinsèque en moi et c'était évident que j'allais entreprendre quelque chose, en tout cas. Ok, mais alors j'ai peut-être raté quelque chose. Mais du coup, à quel moment expert comptable exactement? Alors, à quel moment expert comptable, ça s'est fait, je te dis, on m'avait conseillé, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais fait la fac, un peu. Alors, initialement, je devais aller aux États-Unis, ça s'est pas fait. Donc, j'ai terminé en France, j'ai fait la fac. J'ai eu de bonnes notes à l'époque à la fac, mais ça me plaisait pas du tout. J'étais complètement, enfin, c'était très, je suis quelqu'un de plutôt concret. J'aime les choses, moi, j'aime les choses concrètes. Quand on me donne, toi, t'es formateur, tu aides des gens à avancer, je suppose que ces gens-là, tu leur donnes des outils très concrets pour avancer très rapidement. C'est aussi comme ça que tu nous as pas mal aidé au cabinet. Donc, moi, je suis quelqu'un de concret. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'ai une intelligence, une façon de réfléchir qui n'est pas trop dans la théorisation. Je suis plutôt dans les Ouais. choses plutôt concrètes.
Ok, d'accord. Je comprends pour la comptabilité, il fallait du concret, etc. Mais ça veut dire que tu es arrivé à la fac, au final, en te... C'est marrant parce que ma femme aussi, si tu veux, elle, qui est comptable, tu la connais, elle, elle s'est mise dans des salons, elle a cherché qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard. Et c'est assez similaire. J'ai l'impression que pour être comptable, il faut d'abord savoir, ne pas savoir plutôt où est-ce qu'on veut aller. Ouais, c'est Parce pas faux. que c'est, C'est pas faux, c'est pas finalement, tu as faux. voulu être réalisateur de films. Est-ce que cette idée, tu l'as eue depuis, tu l'as gardée pendant longtemps? Mais je l'ai depuis aussi longtemps que je suis capable de me souvenir de quelque chose, donc je ne saurais pas te dire quand, je D'accord, ok. dirais depuis longtemps, voilà. Et je l'ai jusqu'à maintenant. Ouais. Mais je ne vois pas ça comme un échec puisque voilà, je fais pas mal de choses à côté, Ouais. etc. D'accord. Donc c'est un rêve, quoi. Tu vois, je suppose que tu dois avoir un rêve aussi que tu n'as pas, que tu gardes en toi. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que la comptabilité, on n'est pas en se disant, bah, tiens, je vais devenir comptable. En plus, tu vois, il y a beaucoup de choses à dépoussiérer. J'y suis venu là-dessus. Mais je suis très heureux de cette filière. Je suis très content de cette filière. Et finalement, je me suis rendu compte aussi par hasard qu'il y aurait eu peu de filières. Il y en a forcément d'autres qui m'auraient plu, mais tu en aurais eu peu qui m'auraient plu. Parce qu'on n'est pas dans un métier où on s'ennuie. Et moi, j'ai besoin de ça. Je suis quelqu'un d'assez actif. J'ai besoin d'être stimulé tous les jours. Et ce métier de la comptabilité, bah, il te stimule au quotidien. Ben justement, tiens, comment il te stimule? Moi, je sais que j'entends tout le temps les cabinets d'expertise comptable dire, OK, il y a des échéances, on doit déclarer la TVA à tel moment, il y a les bilans, il y a les reporting. À l'époque aussi, quand j'ai rencontré ma femme, elle était chez KPMG en alternance, elle terminait à 3 heures du matin en reporting, alors que moi, je terminais à 18 heures à la fac, tu vois. Donc, j'ai pas compris ce monde d'ailleurs. Et je comprends par contre quand tu dis, oui, il fallait quelque chose de punchy, quelque chose qui te fasse bouger. Mais c'est pas aussi stressant quand même. Tu as tes échéances réelles, quoi. C'est pas Tu toi. as raison. C'est pas une équipe comme quand tu fais ingénieur en informatique, quand tu es sur du Microsoft, quand tu interviens chez des clients EDF et tout. C'est nous qui nous imposons nos propres deadlines. Mais vous, je crois, c'est le 24 du mois, si je me trompe pas, faut déclarer la TVA. Tu as raison. T'as C'est pas, raison. hein, voilà. Non, non, tu as raison. Alors déjà, alors ça, c'est l'avantage d'être à mon compte. Et Oui. en plus, la chance énorme d'accompagner énormément de métiers différents. J'ai appris quelque chose. Peut-être que tu ne le savais pas et je vais te l'apprendre et je suis très heureux de l'apprendre et peut-être l'apprendre aussi aux gens qui nous suivent. Dans tous les corps de métier, tu as des avantages et tu as des inconvénients. Mais Ça alors. voilà, c'est extraordinaire ce que je te dis, tu vois. Non, mais c'est beaucoup plus ce que je dis est très vite parce que, est très véridique dans le sens où tu payes les conséquences. Tout a un prix dans la vie, tu vois. Et ça, c'est le cas dans tous les métiers. Tu as d'autres métiers. Moi, j'ai des clients, effectivement, qui vont travailler, qui vont avoir de grosses périodes d'activité. Et ben, dès qu'ils ont terminé leur mission, ils sont en stress pas possible parce qu'ils n'ont pas Ouais. de nouvelles missions. Et ils vont rester comme ça pendant des semaines, des mois, sans trouver de mission. Et donc, tu vois, le pendant de ce que moi je peux dire être dans suractivité, pendant, c'est d'avoir des périodes de sous-activité qui sont très compliquées à gérer. Donc, dans tous les métiers, tu as des avantages et des inconvénients. Si on parle des sociétés dans l'audiovisuel, dans la production, ben, c'est compliqué d'avoir des financements, de monter un projet, être réalisateur de film, on parlait tout à l'heure, mais c'est des capacités énormes de gestion. Toi aussi, dans la formation, dans les outils que tu proposes, il faut aussi s'adapter client par client. Tu as aussi tes Ouais, propres c'est vrai. échéances. Donc voilà. Donc c'est dans tous les métiers, tu as des avantages et des inconvénients. C'est vrai que dans le métier de l'expertise comptable et de la comptabilité, là où je suis, c'est quelque chose. Alors, on travaille plus jusqu'à 3 heures du matin comme avant. Comme avant. Donc, il y Bah, avait comme avant, ça veut vraiment. dire que c'est évident. C'était Voilà. pas que chez KPMG alors. Non, non, non. Alors, peut-être que chez KPMG, je pense qu'ils font pas mal charbonner les gens, ça c'est sûr. En C'est l'heure du plus, déjeuner, 3 heures du matin, quoi. ouais, en fait, chez KPMG, dans les gros cabinets comme ça, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup sur la carte pour pousser les gens à travailler en leur disant, mais vous savez, vous avez de la chance d'être chez nous, on ne vous paye pas beaucoup, Ouais. et en fait, vous travaillez parce que vous avez une carte. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Toi, tu n'as pas fait de Big Four, si? J'ai pas fait un Big Four, mon associé en a fait un. Moi, j'en ai fait presque un puisque c'est un Big Five, un Big Six, quoi, tu vois. Donc c'est devenu, c'est même quasiment devenu un cinquième réseau, mais c'était voilà. Donc j'ai fait ça, mais on va dire que ça n'avait pas la résonance, tu sais, des Big Four enfin, tu sais, Oui, oui, des KPMG, KPMG, EY, Deloitte, etc. EY. Donc voilà, Ouais. c'était quand même une grosse structure, mais il n'y avait pas une résonance de la marque aussi forte. Mais la résonance de la marque aujourd'hui, elle est beaucoup moins probante. Tu vois, aujourd'hui, les collaborateurs ne se battent plus forcément pour aller dans les bigs, quoi, tu vois.
Ah ouais? Ça a beaucoup changé. Moi, je pense que ça a pas mal changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cet écho de cette mauvaise réputation, du fait que tu termines à pas d'heure, que tu... Bah déjà, c'est vrai que nous, on est dans un métier où mine de rien, on cherche souvent à embaucher, que c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir des gens, pas dire qualifiés, mais formés. Et oui, c'est vrai qu'aussi le mode de travail a changé. On travaille, et c'est forcément une bonne chose pour ceux qui travaillent beaucoup moins qu'avant. Moi, je faisais pas 3 heures du matin, mais quand j'étais plus jeune, je bossais tous les week-ends, quoi. J'avais une grosse capacité de travail que j'ai gardée. Mais je vois ça comme, moi, tu sais, avoir une grosse capacité de travail, je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif puisque ça m'a permis de réaliser ce que je voulais faire. Mais je l'ai fait sans contrainte, tu vois. Ouais. Je l'ai fait parce que j'étais comme ça. Mais effectivement, si tu prends quelqu'un qui n'a pas cette même philosophie de vie, bah aujourd'hui dans les cabinets, tu peux t'organiser, tu peux t'inscrire sans avoir à travailler outre mesure. Tu as plusieurs types de cabinets aujourd'hui, tu peux t'en sortir sans travailler jusqu'à 3 heures du matin. Franchement, ça n'existe plus trop, quoi. En tout cas, pas chez nous, quoi. Ok, juste parle-nous un peu de FinTech. Quel est le type de client que vous avez? C'est des clients, des freelances, des grands comptes, des PME, des TPE, je ne sais pas quel autre acronyme il existe. Dis-moi tout là-dessus. Quel Euh, secteur d'activité Alors, aussi? on est multisectoriel, mais D'accord? on a des vraies connaissances sur plusieurs secteurs. Parce qu'en Ok. général, quand on est multisectoriel, ça veut dire qu'on n'est pas spécialisé, mais nous, on connaît bien le monde de l'audiovisuel, on connaît bien le monde de la grande distribution, des CSE. Voilà, on a des secteurs spécialisés au sein du cabinet et on a tout type de clients. Donc, c'est la chance. En plus, on a tout type d'activité, tout type de clients partout en France. Donc ça, c'est aussi la force du cabinet, c'est qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation, la digitalisation, on a cette capacité de travailler avec tous les clients. On a des clients à Marseille, à Nîmes, à Lyon, à Paris et même dans les dom-toms. Donc, et on a même un client américain voilà, que tu vois un peu. Un client américain, Un mais client comment il américain. fait? Il n'a pas les mêmes déclarations? Comment Exactement, c'est ça une très marche? bonne question. C'est un client qui fait des déclarations américaines et nous, on récupère les comptes américains, on les transforme en comptes français et on fait des reportings financiers pour la direction française D'accord. que les Américains n'arrivent pas à faire. Donc c'est Oui. plutôt bien. Nous, les Français, on arrive à faire des choses que les Américains n'arrivent pas à faire. Donc c'est plutôt cool. Donc on a une typologie de clients assez large. Ça va du plus petit client jusqu'aux grosses sociétés. Et l'un de nos plus gros clients, on va avoir des boîtes qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre plus petit client, ça va être un client qui va faire même 5-15 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc tu vois, D'accord. l'éventail est assez large. Ok. Et alors, tu sais quoi? Il y a quoi? Il y a 2 ans, je suis allé à Dubaï et j'ai rencontré un entrepreneur là-bas. Il m'a dit quelque chose. J'espère que normalement, ça devrait pas te plaire. Je suis désolé, Pas du mais il tout. dit quelque chose. Mais en même temps, c'est ce que tu fais avec l'américain. Il dit, moi, je garde une comptabilité pour mes sociétés. Parce que là-bas, ils n'ont pas besoin de comptable, d'accord? Ils n'ont pas besoin de comptable, mais ils Si, si, ils ont gardent. un petit service comptable, mais je pense Ça plus a rien, allégé, rien à voir avec la ça a rien à France. voir avec la France, Tout à clairement fait, c'est pas. sûr, Voilà. c'est sûr. Et il dit, pour l'une de mes sociétés qui est en France, je garde quand même une petite comptabilité que je fais faire à des Indiens, d'accord? Rien de péjoratif pour nos amis indiens. Euh, comme là, et apparemment, ça se répand. Justement, il y en a même qui vont faire leur comptabilité au Maroc aussi. Comment tu arrives à te battre par rapport à ça? Est-ce qu'il y a vraiment un versus à faire avec ces gens-là? C'est très intéressant ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ce qui existe aujourd'hui dans le marché et qui est hyper intéressant et qui va concerner beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas de ceux qui te suivent. Tu as beaucoup d'aujourd'hui de cabinets comptables en ligne, low cost, qui délocalisent toute la comptabilité, tout le service client, tout le conseil, à Madagascar notamment, dans les pays du Maghreb, mais beaucoup à Madagascar, et en fait pour avoir un coût de la main-d'œuvre allégé. Donc en fait, on pense s'adresser à des cabinets français. Donc c'est des Ouais. sociétés qui sont en France, qui font des pubs en France, effectivement. Mais en France, tu vas avoir que des chargés de clientèle et toute la partie comptable est déléguée à l'étranger, notamment à Madagascar. Et du coup, il y a un combat quoi, face à ces sociétés? Il y a un faux combat. Moi, il y a deux choses. Déjà, ces sociétés-là qui existent, elles ont le mérite d'exister et elles ont, on va dire, clarifié le marché. Aujourd'hui, si tu veux payer de la comptabilité pas chère, si tu veux faire toi-même ta comptabilité, si tu estimes que le focus conseil, tu veux le mettre de côté, bah, tu as une offre qui existe et Ouais. qui peut te proposer des honoraires qu'un cabinet comme le nôtre ne te proposera pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième focus qui est intéressant, c'est que nous, on récupère Mmh. beaucoup de clients provenant de ces cabinets-là. Ah Donc, bon? c'est pas mal parce que moi, j'ai pu aller convaincre de venir nous rejoindre chez nous. Ils passent d'abord dans les cabinets en ligne
ils voient comment ça se passe. Pas tous, il y en a certainement avec qui ça se passe très bien et c'est tant mieux. Donc, c'est-à-dire que c'est des cabinets qui répondent à une demande. Et ensuite, ils viennent chez nous parce qu'ils ont compris les limites de ces cabinets-là où il y a en fait très peu de conseils et où les entrepreneurs font eux-mêmes leur comptabilité. Ils doivent eux-mêmes envoyer leur déclaration de TVA, ils doivent eux-mêmes catégoriser leurs dépenses. Et il y a un troisième volet qui est hyper intéressant. J'ai fait le calcul, moi, un jour. J'ai pris les honoraires du cabinet, parce qu'on a des offres pour les petites structures qui ne sont pas très élevées. J'ai pris les honoraires qu'on a appliqués au cabinet, j'ai pris les honoraires d'un cabinet en ligne et je les ai comparés. Ben, tu te rends compte qu'avec un cabinet classique, comme le nôtre par exemple, les honoraires sont largement rattrapés par le conseil qu'on apporte, très largement rapporté. Et même si ce conseil est inexistant, ben, tu vois que le delta qui existe entre les deux est très faible. Donc finalement, tu te rends compte que ces cabinets qui traitent à l'étranger ont des prix assez agressifs au départ, mais quand tu rentres, tu vois que les prix sont un peu plus élevés. Et quand tu vas dans un cabinet comme le nôtre, tu te rends compte qu'à la fin, que la différence entre les deux n'est pas si importante. Mais c'est vrai ça, parce que j'ai entendu, j'avais des amis qui avaient monté leur société et qui étaient allés sur des sites peut-être un peu trop connus grâce à Google, parce que les cabinets ressortaient plus avec le SIA. Et souvent, ils n'avaient pas le conseil. Et justement, au début, quand tu crées ta boîte, tu es rapidement perdu. Tu te dis, je vais faire une auto-entreprise, je vais faire du black, même parce que je comprends rien. Et puis après, il y a des gens comme toi qui arrivent et qui disent, oui, ben non, il faudrait faire une SAS à l'IS, une SAS à l'IR, une EURL, je sais pas quoi. D'ailleurs, toi, tu avais fait aussi un article sur la SAS à l'IR, si je me souviens bien. Exactement. Bah, j'ai été moi des premiers experts comptables à la pratiquer. Elle date de quand, la SAS à l'IR? Parce que juste la SAS à l'IR, c'est, je crois, l'un des meilleurs statuts, en tout cas même pour commencer. C'est un très bon statut pour commencer. Il y a peu de cabinets. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, mais les gens ne la maîtrisent pas toujours très bien, Ouais. d'accord? Parce que voilà, il y a un flou qui existe artistique et effectivement, il faut savoir bien savoir la faire. Moi, j'ai été un des premiers cabinets à la mettre en place, à la traiter, et je peux le dire on va dire, sans me jeter trop de fleurs, que je suis l'un des spécialistes, on va dire, en France sur la SSLIR. Il y a des vrais avantages à l'appliquer. Il y a des cas où elle est moins applicable. Donc, elle mérite un vrai suivi, un vrai conseil là-dessus. Il ne faut pas y aller tête baissée, quoi. Alors, faisons un cas d'usage, tiens, parce que Très bien. tu vois, là, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en freelance. Moi, je me rappelle, tu vois, moi, j'étais, après les études, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, je suis rentré dans un pure player Microsoft. Et là, on commençait à parler un peu de la freelance. Plutôt, il y avait toujours des gens pour nous dire, oui, mais non, tu vas avoir beaucoup d'administratifs à faire, tu auras peut-être besoin de quelqu'un, ça et ci, et ça va. Au final, tu vas revenir au même qu'en étant salarié. Bon. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se mettent en freelance. Ok, ils ont compris que finalement, bon, il n'y a plus d'argent, donc autant essayer d'avoir l'argent, non pas en étant salarié, avec une carte resto, avec une bonne cantine. Non, ça c'est terminé. On prend tout l'argent qu'on peut avoir en étant en freelance. Mais là, du coup, quelqu'un qui est en informatique, qui va postuler dans beaucoup de sites en freelance, qui va être placé chez AXA, chez EDF, chez Renault, chez plein de grands groupes, voire peut-être quelques PME aussi, lui, à celui-là, À celui-ci même. à ce mec-là, ou à cette fille-là. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont en freelance d'ailleurs, en tout cas en informatique. On lui dit de prendre la SAS à l'IR, on lui dit d'abord de passer par une micro-entreprise pour se chauffer, ou on lui dit vraiment rentre dedans. Alors, la SSLIR, de base, va être toujours plus intéressante que la micro-entreprise. Ah, ça alors, tiens, c'est intéressant parce que quand tu vois, quand tu es débutant, tu dis, bon, ben, si j'ai une micro-entreprise, j'ai pas de comptable, mais je dois faire une petite déclaration et tout. Et je suis pas prêt. Je suis pas prêt à ce moment-là, tu vois, je suis salarié, tout vient à moi, j'ai mes tickets restaurants, j'ai mon badge, j'ai Non, mes horaires, j'ai mon passe Navigo. T'as compris? j'ai Tu vois, compris. je suis pas prêt du tout à aller prendre quelqu'un qui est un comptable et je sais même pas s'il va avoir des bons conseils. Bon, toi, en l'occurrence, tu es un super bon conseiller, mais Déjà, alors il y a plusieurs choses. Un freelance qui recherche un comptable, alors, un freelance, il doit pas se dire je vais choisir une micro-entreprise ou une société en fonction de est-ce que je recherche un comptable ou pas. ah, Ça vient juste après, d'accord? Alors, ce qui est drôle, c'est que mine de rien, c'est assez drôle ce que je vais te dire. j'ai hâte de rire. Vas-y, Tu vas dis-moi. rigoler, attention. C'est que finalement, tu as plus de choses à faire quand tu es en micro-entreprise que si tu avais une société. Pourquoi? Parce que tu l'as fait toi-même. Tu as tout compris. En Mais bon, micro-entreprise, tu ouais. es indépendant. Alors, c'est pas grand-chose. Mais tu sais, moi, j'ai vu des gens. Alors, ça va faire marrer les gens qui ont une micro-entreprise et effectivement, c'est allégé, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai connu des gens
qui avaient oublié de faire leur TVA, voilà, des gens qui ont dépassé les seuils, ils ne s'y sont pas rendus compte, des gens qui ont même du mal à s'inscrire au site de l'URSSAF pour faire ces déclarations, des gens même qui n'arrivaient pas à créer leur micro-entreprise. Donc, pour tous ceux, je dirais, avec qui ça marche très très bien, et c'est tant mieux, c'est très bien, je pense, dans l'écrasante majorité des cas, d'accord. Mais finalement, tu vas avoir une part administrative, puisque tous les mois, tu vas ou tous les trimestres, faire tes déclarations. Là, quand tu as une société, disons que tu as un cabinet qui s'occupe de ça. Et un bon cabinet, qu'est-ce que c'est? Un bon cabinet, déjà, c'est un cabinet qu'on te recommande. Tu vois, bah moi, tu vois, c'est tout simple. Je vous recommande FinTech. Si, c'est gentil. Mais je vais mettre une balle contre mon camp. Nous, on a un très bon cabinet parce qu'on essaie, enfin, on essaie d'être très bon, en tout cas de nous challenger, de faire au mieux, d'être sérieux dans tout ce qu'on propose. Mais on ne sera jamais aussi bon qu'un autre cabinet qui sera recommandé par l'un de ses clients. On ne sera jamais aussi bon et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Tu pourrais pas faire de la pub comme tout le monde ou peut-être que tu n'as pas envie de faire de la pub parce que tu sais que ceux qui font de la pub, ils mettent leur comptabilité à Madagascar. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Non, moi, tu sais, je vais te dire, je me bats sur ma zone de génie. C'est-à-dire, je me bats, Vas-y. voilà, je me bats sur ce que je sais faire. D'accord? D'accord. Et ce que je sais faire, je le fais très bien, je le fais au mieux. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça marche moins, je rectifie, je me réadapte, mais je garde toujours mon ADN. Demain, moi, je n'ai pas vocation à faire de la pub ou être un cabinet low cost. C'est pas ce qui m'attire. J'aurais pu le faire, j'ai les outils pour le faire, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux connaître mes clients. Je connais tous mes clients. Voilà, c'est comme ça. Je connais tous mes clients, donc ça me fait des semaines courtes. Je pense que il y a très peu de clients qui pourront dire qu'ils n'ont jamais réussi à m'avoir pendant de longs mois. C'est pas possible. Je les ai toujours eu, je les ai régulièrement. Des fois, je suis un peu moins disponible, mais je reviens toujours, que ce soit sur SMS, sur WhatsApp, pas mal sur WhatsApp, par mail, etc. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse surtout, parce que j'adore l'entrepreneuriat, c'est accompagner des entrepreneurs à la réussite de leurs projets. Ça m'éclate. Donc ça va être par des conseils. Quelle est la forme juridique? On l'a évoqué, micro-entreprise, SAS, Alière ou Ali SSRL aussi. C'est comment structurer des sociétés qui commencent à fonctionner pour être des machines de guerre pour tout déchirer. Et comment les accompagner pour avoir du financement, etc. Voilà, tout ça, moi, ça me plaît énormément. Ok, d'accord. Bah alors, justement, on a parlé des statuts juridiques, micro-entreprise, SAS Alière, et tu viens d'évoquer SAS Aliès. Je sais que c'est un vrai versus. Et tu vois, j'avais pris la SAS Alière, et maintenant je suis en SAS Aliès. Alors, je vous dis à tous, d'accord, c'est peut-être sensible, peut-être que l'URSSAF va taper à ma porte juste après ce que je dis, mais on a le droit, donc c'est légal. Ouais, je mets beaucoup de suspense, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Et voilà, parce qu'en fait, j'ai un peu peur. Donc je vais le dire. Laisse-moi y aller. Je vais y arriver. Ok, ça va? Donc, attends. J'étais donc à la SASL hier avant. Et donc, impôt sur le résultat, c'est ça? Ou le revenu déjà? Impôt sur le revenu, ça, c'est Impôt ton sur- résultat qui sera imposable à ton impôt sur le revenu. D'accord. Et je suis passé à la SASLIS parce que j'avais en fait deux travaux, un travail en freelance et un travail en tant que salarié. Donc, mon contrat me permettait d'avoir un statut freelance à côté, il n'y a pas de problème. J'ai eu une rupture conventionnelle que j'ai un peu cherchée avec ce boulot en tant que salarié pour pouvoir ensuite toucher mes droits Pôle emploi. Pourquoi? En fait, alors, je vous dis un truc et Jonathan va nous l'expliquer juste après. Avec la SALIR, on ne peut pas être chômeur, entre guillemets. Moi, pendant le Covid, j'étais au fond de la piscine, noyé, ou comme dans tes toilettes tout à l'heure où j'étais resté bloqué, parce que je suis resté bloqué dans ces toilettes et j'ai un peu mal au pouce, donc j'ai pas réussi à ouvrir. J'ai paniqué, j'ai eu un coup de claustrophobie, disons même un coup de rasra, si on pouvait me permettre mes propres mots. Voilà, mes mots de la goulette. Alors, quand le Covid a sonné à ma porte, et Jonathan, eh bien, ma femme était enceinte du deuxième. J'étais J'ai eu confiné. peur quand tu as dit Jonathan, ma femme est enceinte de 2 Oui. Il a eu peur et je comprends aussi. Ça fait, oui. Alors, donc ma femme était enceinte du deuxième. J'avais un crédit de 2000 € par mois parce que j'habitais à Levallois. Et j'avais un voisin dans la cour d'en face qui mettait la musique H24. J'étais au fond du coup. J'avais deux choix. Soit me foutre en l'air, soit me donner à fond. Donc j'ai décidé de me donner à fond parce que c'est pas du tout mon genre de me foutre en l'air. Et là, en fait, j'ai été viré du coup de ma prestation chez Renault.
parce qu'il y a eu le Covid, plus il y a eu aussi Carlos Ghosn, donc ils étaient dans le rouge notoire, dans le rouge écarlate. Rouge écarlate, je ne sais pas si tu connais la pub. Bref, on s'en fout. Je n'avais pas le droit ni au chômage, ni au RSA, ni aux aides pour les Syriens, c'était les réfugiés de l'époque. Ah mince. Et donc, ouais, mince. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours cherché finalement à redevenir salarié pour pouvoir avoir mes droits Pôle emploi et toucher Pôle emploi quand je touche Walou ou zéro. T'en penses quoi du coup? J'ai bien fait de retourner à l'SASLIR pour avoir un petit filet de sécurité? Et puis d'ailleurs, pardon, excuse-moi, pourquoi on peut pas, de ce que j'ai cru comprendre, je t'ai jamais reposé la question, pourquoi on peut pas être chômeur et et être en SAS à l'IR? Alors, il y a un flou par rapport à ça. La particularité de la SASLIR, c'est qu'il y a des flous. Le souci que tu as, c'est que quand tu as une SASLIR, à la fin de l'année, pendant ta période où tu touches ton chômage, tu seras imposé sur des revenus. C'est-à-dire que le Pôle emploi, en observant ta fiche d'imposition, verra que tu as eu des revenus sur lesquels tu étais imposé et sur lesquels que tu aurais pu encaisser. Et là-dessus, tu peux avoir une remise en cause de ce système, une remise en cause de l'indemnisation du Pôle emploi. Tu as un risque qui existe, qui est évident. D'accord ? Moi, d'une manière simple, on a un cabinet sérieux, on fait toujours les choses pour que ça se passe au mieux, et je déconseille de cumuler des indemnités au Pôle emploi et SASLIR. Donc déjà, ça met déjà une première barrière sur comment tu vas le choisir. Ensuite, comment tu peux le choisir, une SASLIR par rapport à une SASLIS, tu as plusieurs possibilités. Alors, il faudrait faire des consultations parce que c'est très individuel, mais imagine… Prenons le cas d'un ingénieur, Je vais te donner un exemple. d'un développeur, d'un consultant technico-fonctionnel Microsoft qui va faire Peu importe, prenons cette personne-là. Imagine, elle se lance. Moi, une des premières questions que je vais lui poser, je vais lui dire, mais est-ce que vous êtes marié? Et disons qu'il me dit oui. S'il est marié, je vais dire, ok, votre femme, qu'est-ce qu'elle a comme revenu? Vous voyez, c'est des questions, quand on va créer des sociétés en ligne, c'est des questions auxquelles on ne vous pose pas. C'est des questions auxquelles vous n'apportez pas de réponse parce qu'elles ne vous sont pas posées. Tu peux me tutoyer? Oui, bien sûr. Non, mais je parle d'une manière générale. Toi, je te pose. Mais tu vois, c'est des questions qui te seront pas… C'est des questions qu'on ne te pose pas. Voilà, pour se reprendre. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on va savoir en fonction… Imagine que ta femme a des très, très hauts revenus, que tu aies aujourd'hui des revenus tellement hauts, et ça peut arriver, que tu n'as pas d'enfant, et que les revenus de ta femme approchent de la barrière des 41%. Donc là, si tu crées une SASLIR, tu vas avoir un impact beaucoup moins intéressant. Pourquoi? Parce que tes revenus vont se rajouter à ceux de ta femme et tu vas toucher des seuils très élevés, et donc tu vas avoir tout le dispositif de la SASLIR qui va rester toujours quand même intéressant, mais qui est à mon compte pas intéressant de mettre en place. Et il faudrait plus aller voir du côté, on va dire, de la SASLIS avec la combinaison IS plus dividende ou EURL. Moi, tu vois, c'est très bête, mais je conseille à beaucoup de mes clients d'aller en EURL. Ah bon? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, ça dépend de chacun. C'est là où c'est extraordinaire. C'est que finalement, on a 2-3 types de fiscalité, mais on a une multitude de combinaisons possibles. Moi, je ne peux pas te dire, pour tous mes freelances, voici le packaging. Pas du tout. Moi, j'ai des freelances qui ont des packages tout à fait différents. C'est-à-dire des structurations juridiques totalement différentes. Donc, une SASLIR, elle va être intéressante si, par exemple, je te donne un exemple, il y en a plein, si ta femme, elle a un revenu qui est moyen, toi, tu lances ta société, tu vas avoir des revenus beaucoup plus intéressants. Là, la SASLIR a une vraie plus-value, mais c'est un vrai game changer. Après, il faut faire attention. Et on en parlera sûrement plus tard. Non, mais c'est super intéressant. Parce que moi, l'EURL… C'est très sous-coté, l'EURL. C'est très sous-coté, on n'entend jamais parler. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que c'est une super forme juridique. Il y a avantage, inconvénient, toujours. Dans toutes les formes juridiques, avantage et inconvénient. Il faut savoir, toi, où tu te positionnes. Est-ce que les avantages dont tu vas bénéficier avec telle forme juridique correspondent avec ta situation, ou est-ce que tu vas te manger que les inconvénients? Le pire, c'est de faire, je ne sais pas si ta femme te fait ça, quand elle va au restaurant, elle commande une pizza napolitaine et elle enlève tout, elle rajoute des ananas. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, elle enlève tous les ingrédients, elle en rajoute 10 derrière. Tu vois, moi, ma femme, elle me fait ça. Donc ça, il ne faut surtout pas faire, entre guillemets. Il faut prendre les formes juridiques pour ce qu'elles sont et ne pas commencer à filouter dans tous les sens pour tomber dans un schéma dans lequel tu n'appartiens pas. Ça, c'est hyper important. Très important aussi, quand tu te lances dans un projet, et ça, on ne l'entend pas forcément, la fiscalité, l'optimisation, hyper important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que l'outil que tu as, la société que tu as, soit l'outil qui va te permettre de réaliser tes projets. Exemple très simple, très concret.
Tu te lances, tu me dis, voilà, moi, je vais me lancer avec un pote, je sais pas, dans le consulting. Toi, tu vas être spécialisé dans les formations, la formation informatique et ton meilleur ami, pour les mêmes clients, il va faire des prestations informatiques. Ouais. Voilà, je dis n'importe quoi. On peut multiplier ça à outrance. Tu peux te lancer dans la restauration, traiteur, salé, sucré, etc. Vous avez 2 compétences. Eh bien, vous vous dites, ah non, non, mais moi, je veux pas créer de société, je veux me lancer en micro-entreprise, tout de suite. Eh ben, c'est pas adapté. Parce qu'à un moment, tu vas te retrouver dans une situation où qui va facturer qui? Est-ce que vous devez vous refacturer ensemble? Ah ben non, je peux pas me refacturer parce que si je le refacture, ben moi, je vais pas pouvoir déduire les produits que toi, tu vas être imposé. Donc, comment je fais? Donc, ce client, je vais l'appeler. Donc, c'est pas adapté. Donc, tu vois, la micro-entreprise, juste pour ce typologie de client, n'est surtout pas adapté. Et c'est là où on va aller sur une société. D'accord? Donc, tu vois, il y a aussi dans quels critères on rentre et comment on utilise ces formes juridiques de société. Donc, toujours, voilà, pour résumer là-dessus, toujours se dire, l'optimisation, c'est hyper important, mais ça vient juste après l'organisation, la gestion de ta société. Au final, quand je t'entends, moi je trouve que j'ai l'impression que la micro-entreprise ne sert à rien. Est-ce que c'est vrai? Alors, je dirais pas ça. Je dirais qu'elle peut servir quand tu veux lancer un projet, tu n'es pas sûr, mais que c'est pas le plus important, que alors, elle peut servir quand tu n'en sais rien. Ouais, je vais lancer un truc, mais je sais pas, pourquoi pas. Et aussi quand tu n'auras pas beaucoup de charges à engager pour ton projet. Déjà, la micro-entreprise, elle va proscrire dès lors que tu commences à investir pour ton projet. Là, il n'y a aucun Oui, bah intérêt. oui, parce Voilà, que donc, voilà. tu peux pas déduire, c'est ça? Exactement, Ok. exactement. Voilà. Jonathan, j'ai juste aussi besoin de savoir, concernant les changements de statut, est-ce que c'est simple, c'est rapide, ou est-ce que tu as besoin à chaque fois de dire on va s'arrêter un instant, je vais vous conseiller, je vais vous écouter, ou juste avec tous les chiffres que tu as, tu peux tout savoir pour automatiquement les rediriger vers un autre statut? Alors, c'est très intéressant comme question. Nous, en tout cas, au cabinet, à chaque fois qu'il y a un changement de statut, ça vient souvent, je ne vais pas dire ça vient pas de l'expert comptable, mais ça vient, je veux dire, il y a une incitation de ma part, puisque je connais la situation du dirigeant, et on commence à se poser des questions, et on se dit, bon, est-ce que c'est pas plus intéressant aujourd'hui d'aller vers tel ou tel statut? D'accord? Donc, c'est des choses qu'on anticipe, et en ce moment, tu vois, c'est très drôle, j'ai plein de sociétés où je change les statuts, c'est Ah normal. bon? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est pas changer les statuts, c'est pas un échec, c'est normal. En plus, c'est pas très élevé, c'est des coûts qui sont pas mirobolants. C'est pas ça. En fait, une entreprise, c'est quelque chose, c'est un organe vivant. C'est normal que ça change. Je te donne un exemple de changement de statut qui va parler à tout le monde. D'accord? Un freelance qui va se lancer, qui touche le pôle emploi. Eh ben, il me dit, bon, bah, Jonathan, faisons simple, hein. Est-ce que tu me conseilles une SAS à l'IS, une SASU à l'IS ou une EURL? Ben, je vais lui dire, écoute, franchement, tu vas toucher ton pôle emploi pendant 2 ans, mets-toi en SASU à l'IS pendant 2 ans, on voit comment ton activité elle va se lancer au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, et ben là, à ce moment-là, on pourra transformer en EURL. Pourquoi? Parce qu'en EURL, tu as des cotisations minimales. Donc ça veut dire que tu vas payer pendant 2 ans des cotisations minimales qui peuvent être élevées, alors que si tu t'étais mis en SAS à l'IS, tu n'aurais pas payé ces cotisations, puisque tu ne te payes pas, puisque tu touches le chômage. Donc là, c'est tout à fait logique. Donc tu vois, j'ai beaucoup de changements de statut comme ça, des entrepreneurs à qui on a conseillé de créer leur société, on les a orientés vers une SAS à l'IS dans un premier temps, et là, on est en train de les transformer en EURL, et juste avant de les transformer, on fait une distribution de dividendes pour toucher la flat tax sur les réserves qui se sont constituées. Et là, on passe. D'accord? Donc, changer de statut, c'est courant, c'est pas compliqué, d'accord? Il n'y a pas de. Ce qui est plus complexe, par contre, et c'est là où je dis qu'il faut faire super attention, et je reviens à notre micro-entreprise, c'est là où il y a un petit vice, c'est que passer du micro-entreprise, en fait, une micro-entreprise, quand tu dépasses des seuils, tu vas tomber en entreprise individuelle. Et à ce moment-là, moi, je déteste cette forme juridique de société. Ah, je veux m'attirer les foules quand je dis ça parce que tu as plein d'experts comptables qui me disent non, c'est sympa, moi, je trouve que c'est pas génial. J'en ai aux clients parce que j'ai certains clients qui ont, mais c'est pas le plus optimal puisque tu peux pas arbitrer. Quoi, Il y a des disons. cas où ça peut être optimal? Ou Ça t'en peut vois même l'être. pas? Non, moi, je la traite quand j'ai des clients qui ont certains typologies, tu vois, des artisans Ouais. qui voilà, ont des revenus très stables, ça peut rentrer là-dedans, mais on va dire que 9 cas sur 10, c'est pas ce qui je trouve plus intéressant. D'accord. D'accord? Ouais. Ok. Eh ben, quand tu passes en entreprise individuelle et que tu n'aimes plus ce statut-là et que tu veux te transformer en SAS, danger. Tu peux pas faire ça comme ça. Tu peux pas te transformer.
Parce que tu changes de forme juridique. Quand tu changes d'une société, là tu passes d'une société à personne physique à une société à personne morale, tu as une fiscalité qui est hyper importante, qui est liée à la revente de ton fonds de commerce. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. Alors qu'une SAS, tu peux transformer de SAS en URL assez simplement, sans de grosses conséquences fiscales. Jonathan, on va faire une pause technique. Je ne vais pas aller aux toilettes parce que j'ai peur d'être bloqué, mais j'aimerais en fait que tu m'expliques un truc. Je te vois là depuis tout à l'heure avec ton Teddy FinTech. Quand je le vois, moi je vois la classe à Damas, tu vois. C'est gentil. Et explique-moi pourquoi, bordel de je sais pas quoi pour rester poli, dans les films américains, même jusqu'à maintenant, l'expert comptable, c'est un chauve à lunettes genre Skinner dans X-Files. Je sais pas si vous avez la référence. Pourquoi? Quand je vois pas un expert comptable. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu quand même une tentative. Il y a un film avec Ben Affleck, Monsieur Wolf, qui incarne un expert comptable qui est un tueur à gages. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette image d'Épinal de l'expert comptable chauve, vieux. Peut-être qu'elle a existé, mais en vrai, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est une profession hyper dynamique. On accompagne des dirigeants et surtout on accompagne des clients qui nous ressemblent. Moi, tu vois, mes clients, en fait, globalement, ils me ressemblent. Voilà. Ils peuvent être plus âgés, d'une autre couleur de peau, d'une autre religion, peu importe. Mais c'est-à-dire qu'on a une façon de voir la chose qui est assez similaire. Donc, il existe encore, c'est vrai, des experts comptables qui incarnent cette image que tu as dite, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui se lancent, énormément. Et en ce moment, la profession est assez jeune pour casser cette image. Et moi, je suis sûr que l'expert comptable de demain, ça sera moi. Est-ce que tu peux nous préciser en quoi ils te ressemblent, ces clients? Ben, c'est-à-dire que je ne saurais pas te le dire pourquoi ils me ressemblent. En tout cas, C'est dans la communication quand tu échanges avec tu as eux? raison, il y a une partie qui vient de la communication, comment on s'adresse à nous. Parfois, c'est le hasard. Mais surtout, en fait, quand ils rentrent en contact avec nous, ils vont rentrer en contact avec nous soit à travers des recommandations, soit par hasard. Mais si c'est par hasard, ils vont également s'intéresser à d'autres cabinets. Et ensuite, ils feront leur choix. Je te dis, moi, qu'à la fin, ceux qui restent avec nous, ceux qui nous accompagnent, nous ressemblent, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont le même âge que nous, etc. Mais en tout cas, qu'ils partagent avec nous la vision du business. Ça, c'est hyper important. Moi, quand je te vois, quand je vois tes locaux, quand je vois ta posture et tout, je me dis, j'ai en face de moi un véritable entrepreneur. Et donc, j'ai envie de te poser la question, quel est pour toi l'archétype d'un entrepreneur qui réussit? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, moi, je me méfie des discours américanisants où il faut prendre des douches, tu sais, à 5 heures du matin, manger Des douches sans froides. gluten, des douches froides à Oui. 5 heures du matin, voilà, manger sans gluten, faire 500 pompes à 7 heures du mat, 1200 à 8 Avec un heures, doigt. voilà, avec un doigt, et ensuite répéter à midi, je suis millionnaire, le soir, bon, tout ça, moi, j'y crois pas. Un très bon entrepreneur. Ouais, parce que tu tombes des fois sur ce genre de vidéo YouTube. Non, mais c'est des choses qui existent, quoi. Voilà, moi, je suis confronté à des gens qui m'ont sorti des choses, des discours que j'ai entendus. Voilà, il y a eu des livres, Napoleon Hill, Comment devenir millionnaire, où en fait, on répète des mantras, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, en pensant qu'on va l'être, en ouvrant la Je suis porte. millionnaire, je suis millionnaire. Voilà. Je suis millionnaire. Voilà, mais ça Je peut, suis voilà, milliardaire maintenant, je suis milliardaire. voilà. Mais ça n'enlève pas le fait, Ça va arriver. voilà, ça n'enlève pas le fait, Je crois que je le suis devenu. c'est bon? Excuse-moi, vas-y. Voilà. Tu m'as Ça- possédé. voilà, exactement. Donc ça, c'est bien, mais je veux dire, c'est pas ce qui fait un bon entrepreneur. Vraiment, je vais te dire une chose auquel je crois énormément et qui risque peut-être de choquer un petit peu les gens. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, instinctivement, on ne le fait pas tout de suite pour l'argent. Parce que si on le fait pour l'argent, on va être déçu parce que les premiers mois, les premières années, on gagnait moins que ce qu'on touchait avant. Donc ça, c'est hyper important. Un entrepreneur, il est habité par autre chose. L'argent arrive, la récompense arrive après. Et c'est vrai que tu n'as pas envie de te mettre entrepreneur, d'ailleurs, sur un thème qui ne te parle pas, d'ailleurs. T'as envie de, si tu as, envie de créer un magasin de chaussures, bah, c'est que ce sujet te parle, ou bien que ça Exactement. fait partie, peut-être que c'est aussi parce que ton père avait un magasin de chaussures, il doit y avoir peut-être aussi d'autres dérivés. Bien sûr. Mais c'est vrai que tu peux, enfin, c'est vrai qu'il me paraît évident que si ça ne te passionne pas, c'est peut-être là où tu veux en venir maintenant,
Tu ne Ben, peux pas entreprendre. voilà, exactement. Il faut que tu aies une passion, ça c'est vrai. Et pas forcément. Alors, tu sais, encore une Pas fois, forcément. je disais même pas, moi je me méfie des passions. Parce que ta passion, on peut s'inventer des vies où on se croit très fort dans sa passion alors qu'on est nul. Je me méfie. Tu vois, la passion, C'est très vrai, ça. c'est les sirènes, tu vois, voilà. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi, réalisateur, je ne pense pas que j'aurais été excellent non plus, j'en sais rien. Donc je me méfie des passions aussi. Moi, je crois aux choses concrètes, aux projets. J'ai un projet. Maintenant, dans la vie, tout se paye. Il y a un grand écrivain français qui a dit combien tu payes, quel est le prix à payer. Tu as ton projet, qu'est-ce que tu es prêt à payer? Je ne parle pas en euros, je te parle en sacrifice, en travail, en investissement. Ça, c'est hyper important. Moi, les bons entrepreneurs que j'ai vus autour de moi, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui ont lancé un projet, des fois fou, mais qui ont travaillé d'arrache-pied. Toujours le travail. Ensuite, ils ont commencé à réussir, à construire. Et c'est là où le deuxième volet, le plus important, intervient, la gestion. C'est hyper important ce que je te dis. Je te prends 2 boîtes équivalentes. Ils ont lancé un projet, ils ont beaucoup travaillé. Les 2 projets se lancent. Tu as un qui commence à se dire oula, ma boîte commence à grossir, je vais commencer à me structurer, qui va exploser. On a un client comme ça, on a plusieurs, on a un particulièrement qui a explosé, et l'autre qui n'arrive pas à sortir de la tête de l'eau. Donc tu vois, moi, je dirais ça avant tout. La gestion, le travail acharné, le travail parce qu'il faut du travail au début, la gestion et le talent. Est-ce que tu vois comment il gère son entreprise, celui qui a explosé? Bien sûr, je vois, mais surtout, il écoute aussi. On lui donne des conseils. Moi, c'est mon rôle aussi de lui dire. Moi, je vais te donner un truc tout bête. Tu vas me dire, bon, il me dit rien d'extraordinaire, mais c'est très parlant. À un moment, sa boîte, elle explosait. Et moi, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, tu sais, ta boîte, actuellement, elle est en train de grossir. Là, tu vas aller dans le mur. Il faut que tu te structures absolument. Il va falloir que tu prennes un DAF en interne. Il va falloir que tu prennes quelqu'un que tu vas nommer directeur financier. Il va falloir qu'il soit avec toi au quotidien. Sinon, en fait, ça va être très compliqué à suivre, même si nous, on a des solutions, etc. Donc, on a recruté quelqu'un, on lui a mis quelqu'un sur place. Et nous, on a gardé toute la gestion comptable. Ah, tu veux dire que tu as trouvé quelqu'un pour lui, donc du coup un DAF, c'est ça? Exactement. Ok, et ça veut dire que mais cette personne-là, c'était peut-être un de tes clients aussi, et tu as réussi à faire cette interconnexion. Bien Donc sûr. du coup, tu peux faire ça. Ça veut dire que donc ça, c'est vachement bien. C'est une valeur ajoutée pour FinTech. J'imagine que c'est pas tout le monde qui le fait. On fait énormément de ça. Nous, quand on a des clients en fait, qui ont des compétences, on les met en lien avec d'autres clients, que ce soit pour une embauche, des projets immobiliers, des projets entrepreneuriaux. Génial. On le fait avec grand plaisir. En plus, on fait même des réunions avec beaucoup de nos clients une fois par an. Où on les a mis tous ensemble, où ils se rencontrent. Donc, on fait ça avec grand plaisir. Au contraire, c'est quelque chose qui nous anime. Pour le client que tu avais évoqué, c'est soit quelqu'un qu'on peut recruter, on peut aider au recrutement, ou soit des solutions qu'on apporte. Ouais. Mais tu vois, le bon entrepreneur, il va être sensible à ce discours. Le moins bon, il va se dire non, non, moi je suis focus business, tout ça je m'en fous, c'est de l'administratif, j'écoute pas. Et lui, il peut se prendre un mur. Toute la différence, elle est là. Et c'est hyper important ce que je te dis, ça a l'air très simple, très bête comme ça, mais c'est capital. C'est-à-dire que vraiment savoir déléguer et savoir structurer. Oui, parce que du coup, moi, quand je t'écoute, j'ai envie d'avoir de tes conseils. Ça veut dire qu'il y a des clients qui n'ont pas du tout envie d'avoir tes conseils. Il veut juste quoi? Il veut juste que tu les aides dans la compta et puis basta? Non, pas du tout. Moi, mes clients, globalement, ils sont plutôt demandeurs, ils écoutent, etc. Ouais. Mais après, tu as des gens qui ont cette capacité à matérialiser des conseils et à y aller, comme moi. Tu sais, moi, j'écoute plein de conseils très intéressants, mais je ne fais pas tout, malheureusement. Ouais. Donc, tu vois, tu as des clients qui font aussi ce qu'ils peuvent. Donc, tu as des clients qui sont… J'en ai beaucoup, on a de très bonnes relations, et tu en as qui sont très attentifs aussi à ce que je peux leur dire, et qui limite vont appliquer un peu bêtement et méchant ce que je peux leur dire, parce que ça marche plutôt très bien. Mais alors attends, parce que là c'est vachement intéressant, enfin, comme beaucoup de choses depuis tout à l'heure, c'est que si, en fonction des chiffres que tu vois d'une société X, tu vois les chiffres, tu vois qu'il est en train d'exploser, tu te dis, ok, s'il continue d'exploser, il va avoir besoin d'aide. Donc toi, comment tu fais pour savoir ça? Tu es alerté, tu reçois une alerte, tu es en communication avec lui, tu as des collègues qui te le disent. Comment tu fais? Parce que c'est vachement intéressant. Imaginons que, du coup, que moi j'explose comme lui. Là, comment tu vas savoir? Je serais ton meilleur ami si tu exploses aussi comme lui. Hein, tu vois. D'accord. Je serais ravi. Donc, comment tu fais pour être alerté? Alors, franchement, c'est hyper pertinent ta question. C'est très pertinent. Franchement, je te le dis, et merci de me poser cette question parce que c'est une des premières choses que je dis quand je rentre un nouveau client. D'accord. Déjà, quand on rentre un nouveau client, on va leur mettre de bons collaborateurs conformes avec des meilleurs outils que tu as sur le marché. On a les meilleurs outils sur le marché. Et ce n'est pas du bullshit. Et ces outils, ils vont t'aider
à améliorer ta gestion, etc. Et nous, on s'occupe de toute la partie comptable, on te délègue toute cette partie-là, c'est-à-dire que tu n'es plus du tout en souffrance sur la partie administrative. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ces clients-là, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, écoutez, vous et moi, on va rester en contact. On va quand même se prendre des nouvelles. Moi, j'ai des collaborateurs qui vont me ramener des informations de manière récurrente, puisqu'on fait des points. Mais comme je garde le contact avec mes clients, je les vois grandir. Et eux-mêmes viennent naturellement à moi lorsqu'ils ont de nouveaux projets ou des choses en devenir, ou bien moi, je viens directement lorsque je vois que les chiffres commencent à exploser. Et c'est comme ça qu'on reste en contact. Et ça se fait assez naturellement. D'ailleurs, je te dis encore une fois, à chaque nouveau client que je rencontre, je leur dis, restons en contact. Dès que vous avez des évolutions, vous me contactez directement. On va passer à la seconde partie de l'interview, c'est la partie recueil de besoins. Ok, donc du coup, ce que je comprends, Jonathan, c'est que tu arrives à répondre à tous les clients. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu arrives à les répondre. Tu aimes bien garder cette proximité, tu es très humain. Et d'ailleurs, c'est vrai, je me rappelle, je t'avais posé une question, je t'appelle rarement en plus, pour des questions. C'était par rapport au centre de formation et à l'exonération de TVA. Et tu m'avais même répondu alors que tu étais dans ta voiture. Donc, tu es plutôt au top là-dessus. Franchement, rien à dire. Merci. Il y a R à dire, comme diraient les jeunes. Là où je me dis, où je pourrais t'aider, parce que là, on est dans la partie recueil de besoins, du coup. Mais du coup, je devrais recueillir le besoin. Mais j'ai quand même une idée à avancer. C'est que moi, chez EDF, Renault et actuellement chez Nexens, j'ai créé des intranets. Et un intranet, tu vois, c'est un portail où tu vas pouvoir échanger entre tes collègues ou bien avec des clients. Alors, tu vas peut-être me dire, OK, il existe Teams, il existe Outlook, il existe WhatsApp, SMS, téléphone, tout. La pause café aussi peut-être, tu vois, il existe plein de choses. Néanmoins, le portail intranet te permet d'avoir toutes les informations, disons macro et micro, plus les événements, plus les applications d'une société. Et là-dedans, j'ai rajouté aussi un connecteur Viva Engage. Donc Viva Engage, pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, c'est l'outil réseau social de Microsoft. Ça veut dire que vous le mettez et les gens vont pouvoir communiquer en fait comme si c'était sur Facebook à l'ancienne. Ça veut dire un topic ou des questions ou un sondage et les gens écrivent. D'accord? C'est pas un TikTok, on ne va pas mettre des pouces, des likes et des commentaires sadiques. Non, c'est un véritable groupe d'entraide. Ça veut dire que dès qu'on reçoit une question, toi, tu vas pouvoir y répondre, tu auras la notification et tu seras sans doute sur l'intranet et tu la verras, mais d'autres personnes pourront répondre. Si quelqu'un, un des clients dit oui, SAS ou micro-entreprise ou EI. Tiens, prenons cet exemple-là qui m'a intéressé lors d'une discussion. Bah ok, 9 fois sur 10, je conseille ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Voilà, URL, direct, bam. Réponse rapide, claire. Voilà, les clients auraient le droit de vous écrire sur cette partie-là et vous aurez le droit aussi de leur répondre. Après, peut-être qu'il y aurait une segmentation entre chaque client. Il faudrait voir si c'est privé, pas privé, ou si ça peut être des questions publiques. Voilà. En tout cas, à ce moment-là, en fait, tout le monde peut leur répondre. Donc, ça, bon, je pourrais te montrer en vrai, d'accord? Ouais, c'est hyper intéressant. C'est en fait la force de ça. Je vais te dire pourquoi je l'ai déjà. Merci pour le compliment. Merci Non, mais beaucoup. c'est intéressant parce qu'en plus, on a beaucoup de demandes de nos clients, beaucoup de mails de nos clients sont des demandes, des questions auxquelles il faut répondre. Et il y a un vrai sujet aussi dans l'organisation du cabinet, c'est comment hiérarchiser les réponses, comment apporter les réponses, comment les qualifier les plus urgentes, etc. Parce que tu as des questions qui sont vraiment très urgentes auxquelles il faut répondre, et tu en as d'autres voilà, qu'il faut hiérarchiser. Donc ça peut être hyper intéressant parce que c'est vraiment notre quotidien. T'as quoi comme question rapide qui pourrait tomber? C'est Des questions auxquelles toi tu peux répondre, mais aussi tes collègues. Ah bien sûr, bien sûr. Non, en fait, moi je saurais pas te dire. En fait, quand un mail envoie, alors tu as des questions du courant, le montant de la TVA à payer, ce genre de choses assez simples, les pièces manquantes, etc. Ça, c'est les collaborateurs qui l'envoient, qui sont en interaction avec les clients. Et là, je t'ai parlé tout à l'heure de la transformation de société. Là, en ce moment, on est sur un sujet avec un client sur lequel on se pose des questions de transformer la société. Est-ce qu'on la transforme avant de distribuer le dividende? À partir de quel mois? Quelle forme juridique? Et on fait des simulations chiffrées. Et donc, on est en ping-pong avec le client pour lui apporter les réponses et faire cette formalité. Bah, super. Voilà. Alors, mais mine de rien, donc là, il pourrait vous envoyer un mail, on va dire, à une boîte aux lettres commune. J'ai l'impression que quand tu me parles, on dirait que tout le monde a le même niveau. On peut dire, enfin, tout le monde peut répondre quasiment à toutes les questions ici. Tu me diras si j'ai tort ou pas juste après. Ouais. En fait, tu vois, quand j'étais chez Renault, bon, ils ont dit, voilà, ils voulaient un outil de ticketing humanisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire, ils voulaient plus, en fait,
Euh, cet outil de ticketing normal. Bon, bref. Tu as des outils de ticketing, d'accord. Les outils de ticketing, c'est quoi? C'est par exemple quelqu'un qui dit je veux rajouter une personne dans mon équipe Teams. Ok? Question facile. Tu as Teams. Teams, bien sûr. Ok. Bon, tu sais comment rajouter une personne dans ton équipe Teams, j'imagine. Oui. Voilà, 3 petits points à rajouter. Bon, fin de l'histoire. Mais t'en as, ils ont 30 ans de boulot dans des grosses Bien sociétés. sûr. L'évolution, ils la recherchent plus. Donc, ils vont poser une question. Et mine de rien, dans une société où tu es plus de 100 000 personnes, eh ben, si tu as une personne qui pose cette question, tu en as peut-être aussi 40 autres. Tout à Et donc, fait. qu'est-ce que ça crée en fait? Ben, les outils de ticketing créent de la redondance. La redondance, elle se génère par le fait que d'autres personnes ne voient pas ça. Si quelqu'un avait posé cette question sur l'intranet et que ça serait en visu devant tout le monde, ok, tu aurais sans doute un spécialiste Microsoft qui aurait répondu à ça. Mais pour une question aussi banale, tu aurais peut-être, du coup, on va parler de toi, le service juridique, le service compta, le service contentieux, je ne sais pas si tu en as, je dis n'importe quoi, service recrutement et autres. N'importe qui pourrait répondre à cette question. Tu n'as pas besoin d'être spécialiste Microsoft. Et c'est ça la force, c'est que, en fait, avec ça, les gens vont pouvoir évoluer en même temps. Tu recrutes des gens, ils sont peut-être nouveaux, bah, ils vont voir les questions et les réponses, ils vont dire ah ouais, d'accord, ah, ben, j'aurais pu répondre à cette question, j'aurais pu l'aider. La prochaine fois, je vais l'aider. C'est intéressant et ça devrait, je pense, hein, c'est une réflexion, une discussion comme ça ouverte, ça devrait s'inscrire dans une forme, une organisation de cabinet différente, dans le sens où quand tu envoies une question dans la plateforme, c'est-à-dire que tous les collaborateurs, tous les sachants peuvent la choper et y répondre. C'est ça que tu me dis? Oui, mais Ouais, elle est déjà visible. En fait, tout le monde ouais. va la voir. Ça veut dire que peut-être que quelqu'un la voit et qu'il a la réponse, il n'a peut-être pas envie de répondre, ce qui n'est pas bien. Mais tout le monde la voit. Ouais, tout à Elle fait. est Non, c'est publique. hyper intéressant. Après, nous, tu vois, mais c'est intéressant, mais il faudrait voir comment ça peut s'intégrer. C'est aussi ça, aussi challengeant, parce que moi, tu vois, je te challenge un petit peu, tu vois. Challenge-moi, vas-y. Voilà, je vais le challenger. Le challenger. Moi, tu vois, bah, toi, tu es client du cabinet, donc tu sais comment ça se passe. Tu travailles avec une ou deux personnes qui est au correspondant. Tu vois, disons, tu as un correspondant et tu as un directeur de mission ou l'expert comptable qui est associé à ça. Et donc, quand tu envoies ta question, ça ne serait pas étonnant pour toi de recevoir une réponse d'un collaborateur que tu ne connais pas, sachant que nous, on est sur des liens humains. C'est-à-dire que tu es proche du collab avec qui on est au cabinet, tu te reçois un mail de Tartampion à @fitech.fr et qui répondra à ta question. Est-ce que Tu veux ça dire te... si ça me dérange? Ouais, c'est une question que je te pose, c'est intéressant de te dire, voilà, tu as posé une question, en fait, tu as un correspondant, parce que c'est ton correspondant à qui tu poses une question, mais là, ça veut dire que tu te ferais répondre par quelqu'un que tu ne connais pas forcément. Alors, si de base je ne la connais pas, cette personne, si c'est un correspondant, d'accord, on va dire que ça ne me dérangerait pas qu'il y en ait d'autres, d'accord, tant qu'ils savent, tant qu'ils ont connaissance de mon dossier. Après, si j'ai envie que ce soit Mais que non, toi qui forcément, me... là, il ne le connaîtrait pas. Parce que tu peux pas avoir 40 collaborateurs du cabinet qui connaissent ton dossier, tu vois. Donc, tu as ton équipe, tu as une équipe qui est dédiée, tu vois, tu as un, deux ou trois collaborateurs qui connaissent ton dossier. Et après, ce que tu as, bah, si tu poses ta question sur cette plateforme-là, potentiellement, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton dossier qui te répond. D'accord, bah alors du coup, ça me fait penser, pour un dossier quelconque, tu arrives à avoir des KPI, tu as un dossier, t'as un outil qui te crée des tableaux de bord. Non, Par exemple, je sais pas, un client, je sais pas, je veux dire au hasard, allez, un client qui est, je sais pas, dans le surf, un truc que je ponds au hasard, il achète, des fournisseurs, il a des fournitures, il a des clients, il a des achats récurrents, des charges récurrentes et tout. Ok. Peut-être que bon bah là, je sais pas, dans les KPI, tu pourrais voir dans le tableau de bord, tu pourrais voir dans des diagrammes en donuts ou cheesecake et tout ou au diagramme à barre, d'accord? Bah déjà, tout simplement, il vend beaucoup plus que le mois dernier, tu vois, des trucs comme exactement. ça. Ça, déjà, est-ce que tu as ces outils? Alors oui, on a des outils en interne au cabinet qui permettent de suivre la gestion quotidienne, comme tu as dit, c'est-à-dire Ouais. le chiffre d'affaires du mois de janvier meilleur que février, et on peut même personnaliser des choses. Et après, tu te rends compte, c'est là où c'est intéressant, que quand tu vas avoir des boîtes beaucoup plus grosses qui vont avoir d'informations beaucoup plus granulées, c'est-à-dire beaucoup plus précises, Ouais. qui sortent, c'est-à-dire avoir des outils qui sont adaptés à leur activité, là, on va passer sur des développements de choses qui sont plus personnalisées à ces structures-là. C'est-à-dire que ça ne va Avec, pas sortir de manière native, quoi. avec du Excel ou Avec du Excel notamment, principalement? principalement, ouais. D'accord.
Tu connais l'outil Power BI? Je connais, non, pas très Non. bien. L'outil Power BI, il te permet en fait de prendre tes tableaux Excel, d'accord, qui ont plein de macros, plein de fonctions, des dépendances, des dépendances avec plein de cellules, des sheets, etc. Tu prends ça, tu le mets sur Power BI, tu n'as pas besoin de faire le tableau croisé dynamique, il va te le faire automatiquement. Néanmoins, si tu as, tout à l'heure on parlait de gestion versus passion. Si tu as la passion, si tu es quelqu'un de passionné d'artiste, on va dire, tu vas pouvoir recréer un tableau de bord avec de ce qu'on appelle de l'UX et UI, d'accord Ouais, tout à fait. Ouais, du très bien. design, Du d'accord Du design. design et de l'ergonomie. Ça veut dire que tu Trop peux faire sympa. du Trop design sympa. sympa. Ça, c'est hyper intéressant. Je pourrais te montrer après. Je ne vais pas le Ouais. montrer en live, d'accord Non, Mais c'est hyper intéressant parce que ouais. ça répond à une souffrance des cabinets. Mais c'est une souffle. Mais Ok, non, mais en alors tout cas, d'accord. moi, Bah, je te parle de ce que non, je non, mais connais, tu vois. excuse-moi, parce que oui, je suis là pour recueillir le besoin et je suis en train de dire, mais c'est une souffrance. Bah oui, non, mais j'en sais rien. J'en sais rien, je suis pas un cabinet comptable. Donc oui, Non, non, mais si, si. j'entends En tout beaucoup cas, que vous en tout dites. cas, des cabinets, Ouais. c'est quelque chose qui va parler, enfin, Parce qui que- peut parler, qui va parler aux gens. Ok, parce que moi, ce que j'entends, parce que je suis Ah là, je sens que j'ai réveillé la bête là. Tu vois, là, j'ai envie de me mettre nu, tu vois, devant toi. Donc là, non, mais ce que j'entends beaucoup des cabinets comptables, ou même des comptables, ou juste des Big Four, peu importe, c'est, il y a un logiciel comptable, Sage, Cegid, Penny Lane, autre chose, tu me diras lequel tu utilises, et Excel. C'est ça que j'entends. Et puis après, bon, les outils de scanner de petites factures Oui, comme Times, etc. alors aussi, et tu as aussi des logiciels spécialisés pour la gestion de trésorerie qui se rajoutent, et tu as aussi des logiciels métiers. Mais effectivement, à un moment, tu vas avoir des choses que tu vas développer qui vont être propres à la structure. Je veux dire, à un moment, tu peux pas, t'as des produits standards que tu peux pas adapter à toutes les structures. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu veux rentrer sur des dossiers où tu veux avoir de l'information plus détaillée, plus adaptée, ben, certains outils peuvent montrer leurs limites. Mais ça, c'est le cas dans tous les corps de métier. Là, très bien. Bon, j'avais pas connaissance de ces outils-là, mais c'est vrai que j'entends tout le temps dans mon entourage qui est peuplé de comptables. Sage, Pennyslane, Cegid, et bon, maintenant, gestion de flux de trésorerie, et puis surtout Excel. Excel, j'ai l'impression que c'est leur main droite. Ça fait, enfin, vous faites tout avec Excel. Des fois, j'ai l'impression que vous faites tellement de choses avec Excel. Je me dis, vous êtes capable de faire des fonctions si. Fonctions si, c'est des conditions, tu vois. Et en développement, en informatique, ça s'appelle des if, tu vois. C'est juste en anglais, ça ne change pas grand-chose. Il y a des ifs. Je me dis, mais je comprends pas. Un comptable, il pourrait devenir développeur, en fait. Ça, c'est un truc de fou. Et vous faites plein de tableaux croisés dynamiques. Eh bien ça, il n'y a pas besoin après avec Power BI. Power BI, il est vraiment là pour ça. Et en plus, il va non pas se connecter avec seulement un tableau Excel, mais là, chez les mousquetaires, on a fait connecter Power BI à SAP et aussi à un ERP fait maison. Oui, super. Qui s'appelle, je ne sais pas si je peux dire le nom, donc voilà, je ne dirai pas le nom. Mais du coup, c'était pour la partie e-commerce dans la partie bricolage, d'accord, bricomarché, bricorama, etc. Et donc, ça allait récupérer toutes les commandes et voir s'il n'y avait pas un écart de retard entre certaines commandes. Et tu avais un tableau de bord qui faisait que, franchement, tu voyais tout en une seconde. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait. Un tableau de bord, je te le dis, que ce soit avec ton Excel ou avec Power BI, on va franchement plus parler pour Power BI, il est fait pour. Un tableau de bord, c'est un truc qui se voit en une seconde. Et je te pose une question. C'est quoi pour toi le tableau de bord le plus connu et le plus utilisé au monde? Le tableau de bord le plus connu, je dirais Excel. Je ne sais pas si tu appelles ça un tableau de bord, mais. Non, sors de ce monde. Mets-toi Ah oui, celui de la voiture. Waouh, super. Voilà. Elle sait que c'est pas facile. Hein. C'est pas tout le monde qui arrive à me répondre. Bon, tu supprimeras les deux tentatives. Très bien. Voilà. Alors, c'est celui de la voiture. Quand tu es à 130 km/h sur l'autoroute, tu dépasses un petit peu, d'accord, et qu'on te dépasse à droite, à gauche, le mec qui met le clignotant à droite alors que finalement il va à gauche, tu as un rétrécissement de la chaussée, etc. T'as pas le temps de prendre ta souris et faire un filtre Excel pour savoir le niveau d'essence, faut que ça clignote. Et ben là, c'est pareil en fait. Tu vois, c'est ça que je mets, en avant là pour les clients en ce moment. Et je vais te montrer un truc quand on aura terminé l'interview. Je ferai peut-être un petit screenshot à ce moment-là. C'est un projet sur quoi je suis en train de travailler. C'est-à-dire, là, j'ai envie de proposer au cabinet d'expertise comptable, notamment le tien, un environnement Microsoft, parce que vous utilisez Microsoft, vous achetez des licences, mais il y a des outils que vous utilisez peut-être même pas, et du coup, ça ferait des réductions de coûts, ça optimiserait le parcours utilisateur, pas besoin de faire des extractions Excel, ça sera directement, par exemple,
pas besoin de faire des extractions Excel de Sage. Tu utilises quoi, toi, d'ailleurs? Sage, Pennylen, Cegid? Alors, on utilise Pennylen, on utilise plusieurs logiciels, D'accord. digitalisés, dématérialisés. On a même un logiciel maison, d'accord, Waouh. voilà, exactement. Mais on va pas, mais on va dire que la force du cabinet aujourd'hui, on va donner le bon logiciel pour la bonne entreprise. D'accord. Ça veut dire qu'on a des logiciels un peu partout, mais qui sont limités. En fait, on va donner le bon logiciel à la bonne entreprise. Tu vois, Alors, du coup, on ne faut va pas bien. rentrer tout le monde dans le même logiciel parce que ce n'est pas adapté. Comme on a des clients Ah ouais. très différents, ouais, exactement. Toi, tu ne vas pas forcément être sur le même logiciel qu'un autre client parce qu'effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits. Je ne vais pas te les édicter comme ça, ils vont être assez longs, mais qui peuvent être édictés par la taille de la société, par le type de comptabilité à mettre en place, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, tu dois toujours faire des extractions Excel. Ah oui, toujours, toujours. Ok. Toujours. Mais on va dire, tu sais, que pour les cabinets comptables, avant, on faisait beaucoup d'Excel. Aujourd'hui, on le fait moins avec la nouvelle technologie. Tu sais, je te parlais tout à l'heure du web scrapping. C'est, tu sais, le fait de scraper les relevés bancaires, de les Ouais. prendre directement. Bah avant, tu sais, on devait les intégrer sur Excel. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout sur Excel. On les intègre en flux continu à travers avec les techniques de scrapping, de sérisation de factures, Tu etc. utilises quoi comme Phantom Buster? Tu utilises quoi comme outil de scrapping? Non, parce que c'est implémenté dans les Ah, logiciels. d'accord, C'est ok. implémenté. Ah, Tu c'est sais, top ça. ils font des partenariats eux-mêmes avec les banques de France, Budget Insight, Ouais. etc. Donc, c'est invisible pour nous, tu vois. Et D'accord. ensuite, eux, en fait, se scratchent aux banques et on doit respecter les conditions des banques, mais ça se fait assez aisément. Très bien. J'ai envie de te poser aussi une autre question sur comment vous gérez vos dossiers. Parce que tout le temps, tu vois, moi j'ai, sans me vanter, j'ai pu travailler entre l'Amérique du Nord, avec le Chili une fois, jusqu'à Singapour, et je vois peu importe les sociétés, qu'elles soient en pharma, en média, en compta ou autre, euh, eh bien, à chaque fois, tu as des dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers, sous-sous-sous-dossiers, etc. pour gérer des clients, des factures, des fournisseurs, et puis je te parle d'autres domaines, de médicaments, de nouvelles recherches, etc. D'accord? Euh, Toi, tu utilises aussi sous-dossier, sous-sous-dossier, sous-sous-dossier, sous-sous-sous-dossier, V1, V2, V3, V final 2, etc. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, très bien. Là, non. Alors nous, on a aussi une organisation qui est assez efficiente. Alors, il peut toujours être amélioré, mais on fonctionne plutôt, on a une nomenclature qu'on a déterminée, d'accord? Une nomenclature de présentation des comptes, qui est, je ne vais pas t'en parler parce que c'est un temps mieux, mais c'est une Non, mais ça doit nomenclature. être nom, service, C'est année, un ça. truc comme Bah, en ça. fait, voilà, tu as une Client. nomenclature parce que nous, on fait partie d'un ordre, donc il y a une nomenclature à respecter, mais qu'on adapte à notre organisation, d'accord? Pour D'accord. retrouver, donc c'est la même nomenclature pour tous les clients, Ok. d'accord? Et cette nomenclature, on l'adapte aussi dans nos logiciels pour récupérer les informations, d'accord? Ça veut dire que dans la logique des choses, bah, nous, on est une profession aussi qui est contrôlée, hein, tu sais, par l'ordre Ouais. des experts comptables, etc. Donc, en fait, on fait très attention à ces données-là. Donc, effectivement, on retrouve nos petits assez rapidement et c'est notre métier, quoi, de retrouver les factures. Toutes les factures sont sécurisées dans le cloud du logiciel et aussi dans un cloud en interne. Donc, il y a une double sécurisation et on n'a jamais eu le moindre problème de perte de données, voilà, ni autre. On fait hyper attention à ça, tout en respectant une nomenclature qui a été déterminée en interne Ok. où on va pouvoir retrouver, bah, tu sais, les factures Ouais. d'achat, de vente, les relevés bancaires, les états Ouais. qu'on édite nous, les TVA, etc., etc. Mais tu as plein de logiciels. C'est-à-dire que là, tu as dit tu as des logiciels de gestion de flux de trésorerie, tu as du Pennyline, tu as aussi des logiciels qui pourraient être comme Pennyline, mais qui finalement sont différents pour certains autres clients. Et tu as du Times aussi pour les factures qu'on scanne. Comment tu arrives à récupérer tout ça et les mettre dans un seul endroit? Tu les mets dans un seul endroit d'ailleurs? Alors justement, c'est différent. C'était plus compliqué avant. Parce que avant, tu avais plusieurs outils, comme tu viens de le dire, Ouais. et à la fin, on devait centraliser sur un outil unique. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand on avait un dossier, on devait récupérer les factures sur tel outil parce qu'il fait que de la facture, sur tel outil que les revenus bancaires et sur tel outil les ventes sur Excel et on mettait tout ça dans un même logiciel de type Sage, Quadra, qui sont des logiciels Ah qui oui. commencent à dater. Aujourd'hui, c'est plus du tout tout ça puisqu'on réfléchit de façon native. Chaque outil a sa propre indépendance. C'est-à-dire que quand je vais te mettre toi sur un outil, j'ai tout ce qu'il faut pour te traiter de A jusqu'à Z. Et ensuite, on a une sauvegarde sur nos propres réseaux de toutes les données qu'on a éditées de façon automatique. Il n'y a pas de double travail qui est effectué. Donc, Ok. c'est assez efficient. Avant, c'était plus complexe parce qu'avant, tu n'avais pas de logiciel indépendant.
Et en fait, chacun était spécialisé sur des tâches. Et à la fin, il fallait toutes les compiler. Moi, j'ai jamais mangé de ce pain-là. Ça a été aussi la force, on va dire, de ce cabinet, c'est qu'on s'est jamais positionné sur ça parce qu'on était un cabinet jeune. Donc, on est allé directement sur les meilleures technologies, exactement. Mais pour des cabinets plus historiques, qui ont des logiciels historiques, c'est beaucoup plus complexe de faire la migration. Parce qu'on a des logiciels qui commencent à dater. Et faire une migration de logiciels, c'est assez lourd et c'est pas aisé. Mais c'est compliqué, surtout que c'est hyper compliqué. Là, tu parles de nomenclature, eux, ils ne l'avaient peut-être pas, et peut-être qu'ils auraient aimé le faire, mais du coup, il faudrait qu'ils le refassent. Ils ont une nomenclature à l'ancienne. Voilà. Voilà. Nous, on a une nomenclature qui est plus moderne parce elle ressemble aux outils qu'on utilise. Et ça, je t'apprends rien en te disant ça, c'est plutôt à toi de le dire. Mais tu sais, faire des migrations d'outils, c'est pas évident. C'est toujours très intéressant, mais il faut travailler sur l'outil et il faut travailler aussi sur les gens pour que la migration fonctionne. Parce que tu peux faire une migration d'outils, mais si à la fin, c'est pas appliqué ou mal appliqué, c'est l'exemple de la pizza. Tu sais, tu prends une pizza aux champignons, mais que tu enlèves les champignons, que tu rajoutes des olives, c'est moins efficient. Donc, tu vois, non, mais ouais, donc ça veut dire. Donc, c'est un exemple marquant. J'aime beaucoup la pizza, effectivement. Exactement. Donc, tu vois, donc il y a aussi cet effort-là qu'il faut faire, qu'il faut apporter pour les gens, quoi. Ok, Jonathan, merci pour toutes ces réponses. Bon, si ça t'intéresse, j'aimerais bien te montrer. On fera une autre interview et tout. Bien sûr. Je te montrerai ce que j'ai fait. Tu me diras ce que tu en penses. On refera un autre canapé lounge, tout ça, pour reparler de ce que tu as vu. Et tu me diras si c'est un truc qui peut être intéressant. Bien sûr. Tu es un peu évolué. Peut-être que ça ne t'intéressera pas. Peut-être que quelques parties t'intéresseront. On verra bien. Mais en tout cas, une chose à dire. Vraiment, merci pour tes réponses. Tu as eu des super arguments sur les statuts. Moi, je suis pas expert comptable et pourtant, ça me touche beaucoup. Et je sais que autour de moi, il y a beaucoup de freelances qui regarderont les vidéos et qui auront peut-être, même j'en suis sûr, des réponses, en tout cas des interrogations. Tu es prêt à leur répondre d'ailleurs Énormément. Ou il faut qu'ils s'inscrivent d'abord? Alors, je peux leur répondre avec grand plaisir. En plus, on a une grande partie de notre clientèle. On a beaucoup de clients qui sont freelance. Beaucoup. Ah bah d'accord, ok, bah très bien. Ouais, j'en ai beaucoup et en plus même qui sont devenus proches parce que comme c'est des gens qui partagent, on va dire, on a les mêmes problématiques, les mêmes sujets. Donc c'est une catégorie de clients qui sont plutôt satisfaits au cabinet. Tu es capable de leur répondre en commentaire ou en tout cas sur ces vidéos? Je le ferai avec grand plaisir. Génial. Je le ferai avec grand plaisir. Bon, c'est des questions techniques, c'est ça? En tout cas, sur les questions qui te concernent, le avec ERL, le I. Je le ferai avec grand plaisir. Super, oh, c'est génial. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que tu veux dire un peu plus un petit mot sur FinTech, comment s'inscrire, comment obtenir un bon expert comptable qui s'appelle Jonathan El-Grabi? Ben voilà, donc très rapidement, nous, FinTech, on a un cabinet de 40 collaborateurs. On a 2 sites, un à Paris dans le 8e, là où on est actuellement, et à Paris dans le 11e. Vous pouvez nous rejoindre. Donc, on a un site internet www.fintech.fr. Donc, c'est assez simple. Et vous pouvez nous rejoindre. On a une page Instagram, une page LinkedIn. On a aussi une page Facebook. On est pas mal actifs sur LinkedIn et Instagram. Et puis, si vous avez la moindre question, la moindre demande, c'est mon adresse mail auquel je réponds. C'est je@fintech.fr ou contact singulier @fintech.fr. Ok, super. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À plus tard. Bye bye.